Donc, je suis Stéphanie Huc, je suis écologue au Conservatoire botanique national alpin et je suis référente locale pour la marque Végétal Local, comme l'a dit Alexis. Et du coup, je vais vous présenter les filières liées aux herbacées, aux espèces herbacées. Alors, je vais prendre des exemples de la zone Alpes. Donc, dans la zone Alpes, on travaille sur la revégétalisation avec des semences locales depuis 2013 sur plusieurs projets. D'abord, on a travaillé sur des programmes européens. Peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu parler des programmes Alpgrain. Donc, Alpgrain, c'était un programme qui avait vraiment pour objectif de diversifier les revenus agricoles des agriculteurs en travaillant sur les mélanges de graines en espèces. Puis, il y a eu le programme SEM les Alpes, là, qui était au niveau des Alpes françaises, où on travaillait sur les deux filières, la filière espèces pures et la filière récolte à mélange. Je vais préciser les choses tout à l'heure. Et aujourd'hui, on travaille sur le programme GBiodive, qui poursuit les objectifs des deux programmes précédents, donc travailler toujours et développer les deux filières espèces pures et récolte à mélange, avec des chantiers pilotes dans les Alpes. Et puis, ce qui est intéressant aussi dans ce programme, c'est que ça nous permet de poursuivre les suivis qui ont été des revégétalisations qui ont été faits dans le programme SEM les Alpes pour avoir une vision beaucoup plus longue sur l'évolution de la végétation et l'adaptation de ces espèces locales à leur milieu. Au niveau national, on a travaillé d'abord sur le programme Flore locale qui a permis la création de la marque dont on parle aujourd'hui, Végétal Local. Et puis, au niveau plus local, on travaille avec des collectivités locales ou des entreprises sur des chantiers plus spécifiques. Alors, la filière herbacée, en fait, elle comporte plusieurs groupes de personnes ou de structures. D'abord, on a les collecteurs de graines avec deux types de filières, les espèces pures ou la récolte à mélange. On a des producteurs de graines, donc ça peut être des semenciers, ça peut être des agriculteurs, des associations, des entreprises de l'économie sociale et solidaire et des lycées agricoles. Et puis, on a le groupe des utilisateurs de graines. Et là, les plus gros utilisateurs aujourd'hui, ce sont surtout les collectivités, les entreprises et le monde agricole. Alors, vous voyez les flèches, hein, en fait, on part du collecteur, on passe par le producteur et puis on va jusqu'à l'utilisateur, mais on peut aussi passer directement du collecteur d'espèces pures ou de récolte à mélange pour aller directement jusqu'à l'utilisation de ces graines. Pour les collecteurs de graines, donc aujourd'hui, on a encore très peu de structures qui récoltent et du coup, on a encore peu de volume récolté en espèces pures ou même en mélange. Et donc là, ce sont des filières vraiment à construire, à développer aujourd'hui. D'où la journée d'aujourd'hui. Pour les producteurs de graines, dans les Alpes, on a deux producteurs actuels, Alvéole en Haute-Savoie et Phytosem dans les Hautes-Alpes. Donc, ils vont présenter le sujet de la récolte tout à l'heure. Et puis, on a plusieurs lycées agricoles, dont deux actuellement qui sont assez motivés. C'est les lycées agricoles de Saint-Imier et de Romans-sur-Isère, qui travaillent sur un projet CASDAR et qui ont pour objectif, d'ici 2 ans, de valider des espèces, d'attribuer de la marque végétale locale pour certaines espèces, soit pour de la vente directe dans leur boutique, soit pour des projets de revégétalisation. Et puis, en utilisateur de graines, les objectifs principaux, c'est surtout pour la revégétalisation, le fleurissement et le génie écologique. Alors moi, là, dans cette présentation, je me focus sur la récolte. En mélange, je ne vais pas m'étendre parce que vous allez avoir une présentation un peu plus tard dans la matinée par Estelle Guénin. Et puis, la récolte en espèces pures. Alors d'abord, un petit focus quand même sur la récolte à mélange. Qu'est-ce que c'est? C'est une récolte de mélange grainier à milieu naturel sur une prairie ou une pelouse écologiquement semblable à celle que l'on souhaite restaurer. Donc là, j'ai simplement mis deux machines qu'on a déjà utilisées. Donc à gauche, une brosseuse portative qu'on avait utilisée à Niel dans le cadre du programme Seine-les-Alpes. Et à droite, une brosseuse tractée qui avait été utilisée sur la Plagne dans le cadre du programme Alpgrain.
Alors, qu'en est-il de cette récolte à mélange dans le référentiel technique de végétal local? Qu'est-ce qui est dit? Donc, il y a un paragraphe qui correspond bien à cette collecte de plantes herbacées. Donc, on a le droit de récolter plusieurs espèces en mélange dans le milieu naturel. Donc, la marque, elle peut être appliquée à ce mélange à condition que ça corresponde à un type d'habitat naturel caractérisé par le référentiel ENIS. Donc, vous allez voir, on va en parler plusieurs fois de ces référentiels ENIS et du coup, j'ai préparé un petit focus là-dessus pour vous expliquer de quoi il s'agit et les conditions écologiques du site. Alors, l'objet de cette collecte sera désigné par le terme de mélange d'espèces récoltées directement, issues d'une parcelle contenant les espèces suivantes. Et là, il faudra détailler au moins 10 espèces présentes dans la parcelle, en notant bien et précisant bien les 4 espèces dominantes. Le relevé botanique doit absolument garantir l'absence d'espèces non indigènes pour éviter les espèces exotiques envahissantes. Et si dans ce mélange-là, dans ce relevé botanique, on observe au moins une espèce inscrite sur la liste des espèces à certification obligatoire, alors on est obligé de respecter le règlement technique d'autorisation des mélanges destinés à la préservation de l'environnement naturel. Donc là, il faut demander une autorisation pour constituer un mélange de préservation. Donc, ce mélange de préservation, il faut le demander au CTPS. Donc le CTPS, Comité technique permanent de la sélection. Concernant la description des habitats naturels, donc on se rapporte à ce référentiel ENIS et il est recommandé de préciser pour chaque collecte le pH, donc est-ce qu'on est plutôt dans un milieu acide, basique ou alcalin, le niveau d'humidité du substrat, est-ce qu'on est plutôt dans une zone qui est humide, médiane ou sèche, l'altitude et la description du milieu. Alors, un exemple, ici, on a à gauche, on a récolté en prairie de fauche sur la zone qui est juste derrière les personnes là, qui déroulent la balle de foin. Et à droite, la revégétalisation de cette prairie de fauche. En gros, là, je voulais simplement dire qu'il est vraiment important de récolter et d'utiliser dans le même type de milieu. Donc, si on est en pelouse alpine, on revégétalise en pelouse alpine. Si on est sur une prairie pelouse sèche, c'est de la pelouse sèche. Et dans certains cas spécifiques, on peut mixer la récolte à mélange et des espèces pures pour pallier au manque, par exemple, de graminées, qui sont parfois plus difficiles à récolter et à produire. Donc maintenant, parlons de la filière d'espèces pures. Qu'est-ce que c'est ces espèces pures? Ce sont des semences mères prélevées en milieu naturel, puis mises en culture pour être multipliées. On parle aussi d'amplification. Donc un exemple ici, donc des semences ont été récoltées dans la zone Alpes et mises sur un site de production aux Ouches en Haute-Savoie par Champ des Cimes. Que dit maintenant le référentiel technique de végétal local sur cette collecte d'espèces pures? Donc d'abord, il faut bien remplir une fiche de collecte par espèce et par année. Il faut s'assurer que l'espèce herbacée visée par la collecte n'est pas issue d'un semis datant d'après 1990. Donc la question a été posée à Pierre-Alexis. Alors c'est une date qui est voilà, qui vaut ce qu'elle vaut, 1990, mais on estime qu'en gros, avant 1990, on a l'histoire, on sait si une parcelle a pu être revégétalisée ou pas. Parce qu'on a les personnes, les agriculteurs qui sont encore vivants et qui peuvent nous transmettre l'information. Et puis, c'est facile aussi, comme disait Pierre-Alexis sur Géoportail, d'aller voir si c'était une prairie naturelle ou si ça a été labouré, retourné, etc. Il faut s'assurer aussi que les sites où se déroulent les collectes et leur environnement immédiat ont des effectifs suffisamment importants. Donc, l'idée, c'est de collecter sur des populations qui ont plus de 200 individus pour éviter de piller les stations où on a des faibles populations. La collecte doit aussi se faire sur au moins 50 individus. Ça, c'est pour respecter la règle de la diversité génétique, en privilégiant des sites de collecte qui ont des conditions écologiques similaires et bien sûr, toujours dans une même région d'origine. Sur chacun des individus sur lesquels la collecte a lieu, l'idée c'est de ne pas dépasser un taux de prélèvement de 25% des semences produites par chaque individu ou sur l'ensemble des individus.
de ne pas dépasser 25% de la quantité globale des graines disponibles annuellement sur le site. Donc ça, là aussi, c'est pour faire attention de ne pas piller les stations et puis de ne pas effectuer des collectes plus de 3 années consécutives sur un même site de collecte. Éviter les talus et les bords de route, parce que ce sont les zones les plus potentiellement semées qui se trouvent aujourd'hui. Alors, un point maintenant sur comment on fait pour récolter des espèces pures. La première chose à faire, quand on a identifié les espèces que l'on voulait récolter, c'est de savoir où est-ce qu'on peut les trouver dans le milieu naturel. Donc, c'est de réaliser une cartographie de ces espèces dans sa zone d'origine. Alors, pour cela, il existe des outils qui s'appellent des systèmes d'information nature et paysage. Pour la région Franche-Comté, vous avez le système Cigogne, qui est développé par mes collègues du Conservatoire botanique national de Franche-Comté. Et je crois qu'il y a mon collègue qui est là, donc si vous avez des questions dessus, peut-être il pourra y répondre. En tout cas, pour ceux qui viennent de la zone Alpes, nous, on a 2 autres systèmes. Pour les Alpes du Sud, on a le système Silène. Et pour les Alpes du Nord, qui représente d'ailleurs la région Aura, c'est le système, le pôle d'information Flore Habitat. Deuxième étape, c'est si on ne connaît pas très bien l'espèce que l'on veut récolter, c'est de bien rechercher les critères d'identification de l'espèce et la période de floraison-fructification. Donc là, je pense que c'est important de faire attention parce que parfois on peut croire bien connaître l'espèce, mais il faut vérifier dans les flores s'il n'y a pas des sous-espèces, des variétés qui feraient qu'en fait on pourrait avoir des doutes et pas récolter exactement l'espèce qu'on croit récolter. Troisième étape, c'est visiter les sites, peut-être même plusieurs fois pour vérifier la période optimale de fructification. En effet, parfois on y va une fois, ce n'est pas tout à fait mûr, donc il faut attendre un petit peu, 3 jours, 10 jours, on ne sait pas bien. Et donc y retourner pour être sûr de récolter les graines à maturité optimale. Ça, c'est très important. Une graine qui n'est pas à maturité germera mal et du coup, vous aurez fait une collecte pour rien. Donc, la quatrième étape, c'est bien cette collecte de graines à maturité. Comment on sait qu'une graine est à maturité? En fait, quand on la met sous l'ongle, en fait, elle reste dure généralement pour la plupart des espèces. Et puis, elle change de couleur. Souvent, quand elles ne sont pas mûres, elles sont plutôt vertes. Et quand elles mûrissent, elles deviennent un peu plus brunes. Mais ça, il faut aussi un petit peu d'expérience et voir sur le terrain. C'est difficile d'en parler en visio. Et puis moi, ce que je conseille aussi, c'est que lorsque vous avez des doutes sur l'espèce que vous êtes en train de prélever, les graines que vous êtes en train de prélever, c'est de soit prendre une part d'herbier, et une part d'herbier, ça se prend sur la plante entière, à partir du collet, donc la partie, donc c'est le pied de la plante, jusqu'au pied de la plante, et toute la plante, donc tiges, feuilles, graines, et de prendre aussi des photos. L'étape 5, ça va être d'identifier l'habitat naturel dans lequel se trouve cette plante-là sur le terrain. Et donc, je reviendrai tout à l'heure sur ce référentiel Nice. Et puis, de bien remplir la fiche de collecte. Ça, c'est très, très important, avec notamment le point GPS. Alors, justement, cette fiche de collecte, elle est là. Elle ressemble à ça. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Un code identifiant. Dans ça, c'est le collecteur qui va choisir un code qui va lui aller bien, qui va être unique pour cette collecte de graines. Le nom scientifique de l'espèce et ou de la sous-espèce. La zone de collecte, là, on va noter la commune, la région d'origine, le lieu dit, l'altitude et aussi le point GPS. Le type d'habitat de la zone de collecte, les conditions écologiques de cette zone, donc le pH, et le degré d'humidité de la zone. Les dates de collecte, en effet, là on a noté deux dates, collecte 1 et collecte 2, parce qu'il se peut qu'on fasse 2 collectes sur le même site pour la même espèce à 1 jour d'écart, par exemple, ou 2 jours d'écart. Et donc, on peut conserver la même fiche. Le type de matériel végétal collecté, est-ce qu'on collecte des graines, des boutures, des plantes entières, des bulbes, des tubercules? On peut noter le poids sec de la collecte ou le poids des fruits collectés. Et puis, pour les espèces qui conduisent à une dégradation de la ressource, donc je pense aux plantes entières, aux bulbes et aux tubercules, là, on va noter le pourcentage de la ressource collectée. Et enfin, les 2 dernières lignes donc, correspondent au nombre de pieds de l'espèce présente sur la zone.
Donc, est-ce qu'on a moins de 200 individus, entre 200 et 1000 individus, entre 1000 et 10 000 ou plus de 10 000? Et puis, le nombre d'individus qui est réellement connecté. Donc, en théorie, si on respecte bien les histoires de 25%, en gros, si on a moins de 200 individus, ça veut dire qu'on devrait collecter moins de 50 sur 50 individus. À gauche de la diapo, vous avez le matériel de collecte. Donc là, c'est que des exemples parce que ça varie vraiment en fonction des espèces sur lesquelles on collecte. En tout cas, à la base, c'est des sacs en papier ou en tissu, pas de sacs plastiques, parce qu'on récolte du matériel végétal qui est frais. Et du coup, dans le plastique, il risque de chauffer et donc de fermenter. Et donc, les graines vont mourir. Prendre des sécateurs, des ciseaux, une faucille, ça va dépendre aussi de la plante sur laquelle on va collecter. Le GPS indispensable, et il existe aujourd'hui dans les téléphones portables des applications pour avoir les points GPS. C'est très facile de récupérer cette information. Le référentiel ENI simplifié, et puis cette fameuse fiche de collecte absolument indispensable pour conserver la traçabilité de ces graines. Et ces fiches-là seront contrôlées si vous demandez la marque végétale locale par les auditeurs. Alors, qu'est-ce que c'est ce fameux référentiel ENIS? Il s'agit d'un guide de détermination des habitats terrestres et marins à l'échelle européenne. Et l'objectif de ce guide, c'est d'atténuer les différences d'interprétation entre utilisateurs. En gros, l'idée, c'est qu'entre tout le monde, on s'entende sur ce qu'on voit, ce qu'on a sous les yeux. Alors là, on a répertorié les habitats qui concernent végétal local, qui concernent la récolte dans le cas de végétal local. Donc, il peut y avoir, vous pouvez récolter dans des tourbières hautes et bas marais. Donc, qu'est-ce que c'est? Ce sont des zones humides dont la nappe phréatique se trouve au niveau de la surface du sol, au moins la moitié de l'année. Ces zones humides sont dominées par une végétation herbacée ou éricoïde. Éricoïde, c'est la famille des éricacées, donc c'est les types de bruyères. On a le groupe des pelouses sèches. Donc là, on est sur des terrains bien drainés ou secs, dominés par des graminées ou des herbacées en général, et pour la plupart sans utilisation d'engrais ou à faible productivité. On a des prairies mésiques, donc ça c'est le grand groupe des pâturages et des prairies de fauche mésotrophes et eutrophes de plaine et de montagne. Donc eutrophes, c'est quand il y a beaucoup de matière organique, mésotrophes, c'est moyen. Prairies humides et prairies humides saisonnières, là ce sont les prairies humides et des communautés de grandes herbes non améliorées ou légèrement améliorées. Le groupe des pelouses alpines et subalpines, donc ce sont des formations primaires et secondaires dominées par des graminées. Donc, les graminées, pour préciser, pour ceux qui connaissent, c'est le groupe des dactyles, des agrostis, des fétuques et des lèches. Là, ce sont des carex et des étages alpins et subalpins. On a le groupe des ourlets, des clairières forestières et des peuplements de grandes herbes non graminoïdes, donc ce n'est pas les graminées. Donc, ça fait des peuplements de grandes herbes ou des fougères qui apparaissent sur des terrains plutôt en déprise urbaine ou agricole, des zones près des cours d'eau, les zones à la lisière des boisements ou envahissant les pâturages. Mais ce groupe contient aussi les peuplements plus petits qui forment une zone distincte, dont on appelle ça des ourlets, à la lisière des boisements. Puis le groupe des landes des forêts, alors il contient aussi le groupe des toundras, mais on les laisse de côté pour chez nous. C'est la végétation des landes et des forêts qui sont dominées par des buissons ou des formes buissonnantes naines qui ne dépassent pas 5 mètres de haut. Ça comprend aussi les plantations d'arbustes, les vignobles, les haies, les plantations d'arbres nains et les forêts marécageux. Puis, on a le grand groupe des boisements, des forêts et des autres habitats boisés. Donc là-dedans, on met tout ce qui est forêt de feuillus, de conifères et les forêts mixtes. Puis, le groupe des alignements d'arbres, les petits bois anthropisés, les taillis. Les habitats continentaux à végétation clairsemée, là-dedans, on met plutôt tout ce qui est végétation d'éboulis ou de falaises. Et enfin, le dernier, les habitats agricoles, horticoles et domestiques, régulièrement ou récemment cultivés. Donc, ça comprend les cultures et jardins maraîchers, les zones cultivées des jardins et des parcs. Donc, théoriquement, vous ne devriez pas trop récolter dans cette dernière catégorie. Alors, un petit focus quand même sur le séchage et la conservation des graines pour les gens qui veulent récolter. Donc, quand vous rentrez du terrain,
si malheureusement vous avez récolté un sachet en plastique, vite vous mettez vos graines dans des sachets papier en attendant d'avoir le temps de les étaler, ces graines, dans des boîtes ou des clés. Et surtout, il faut bien remuer régulièrement pour pas que ça chauffe et donc pas pour que ça moisisse. L'objectif, c'est de garder ces graines dans une pièce fraîche, donc qui ne sont pas trop humides, et à température constante, donc éviter les grands écarts de température qui pourraient perturber la germination des graines. L'idéal, et nous, c'est ce qu'on fait au Conservatoire botanique à Lyon, on a une pièce avec une température et une humidité qui est contrôlée, donc la température reste à 15 degrés et l'humidité reste à 20%. Et enfin, je voulais vous parler de ce qu'on fait au CBNA pour développer la filière des collecteurs de semences à l'échelle des Alpes. Donc l'année dernière, on a commencé par organiser une formation à la collecte de graines d'herbacées. Donc c'était une journée, je dirais plutôt de sensibilisation. Donc sur cette journée, le matin, on était en salle, on a présenté d'abord la marque végétale locale, on a expliqué ce que c'était qu'une graine, comment une graine était mûre, comment définir cette maturité des graines. On a travaillé sur la phénologie et puis on a vu un peu plus en détail le référentiel technique pour la collecte d'herbacées. Alors cette journée et l'après-midi, l'après-midi on était plutôt dehors et on a testé un petit peu la graine sous l'ongle là pour voir un petit peu si les graines étaient mûres, comment arriver à voir qu'une graine est mûre. On a essayé de remplir la fiche de collecte et puis voir un petit peu le matériel utilisé. Et puis, on a fini la journée par visiter le laboratoire du conservatoire, qu'est-ce qu'on utilise nous comme matériel pour récolter, pour trier, comment on conserve, et puis comment on va chercher l'information aussi sur nos sites de cartographie pour récupérer l'information et savoir où aller récolter. Et donc, cette journée a eu pas mal de succès. On était assez nombreux et il y avait pas mal de gens sur liste d'attente. Donc, on espère pouvoir organiser une prochaine journée au mois de juillet de cette année. Sur 2 journées cette fois-ci. Et l'idée, ça sera d'être encore plus pratique que la première fois pour que les gens qui seront là soient capables d'être autonomes à la fin des 2 journées. Autre élément, on a créé une liste de discussion au mois de décembre pour que les collecteurs puissent échanger entre eux et même échanger avec les producteurs de semences. Et puis, la troisième chose, c'est que là, on espère pouvoir organiser au printemps une réunion entre les collecteurs de semences herbacées et aussi les producteurs et qu'il y ait des échanges pour essayer de créer un vrai groupement, un vrai collectif qui permet d'échanger sur les besoins des collecteurs, quelles espèces, quel volume, pour où, comment rémunérer ces collecteurs, et puis quel statut pourrait-il avoir. Voilà, j'en ai terminé et j'attends vos questions. Merci beaucoup pour cette intervention très très riche. Alors, il y a quelques questions déjà. Donc la première, comment faire lorsque la maturité des graines n'arrive pas au même moment sur une parcelle? Pour une même espèce, alors, ça veut dire qu'il va falloir y aller plusieurs fois. On n'a pas le choix, parce que si on récolte des graines pas mûres, en fait, elles ne germeront pas, donc en fait, on aura perdu notre temps à récolter. Voilà. D'accord, merci. Alors, il y a d'autres questions au sujet, il y en a plusieurs en fait, au sujet de la récolte d'espèces protégées. Donc, pour les récoltes en mélange, comment éviter justement la récolte d'espèces protégées? Alors, en fait, avant la récolte, donc, on a bien dit qu'il fallait faire un inventaire de la parcelle. Donc, l'idée, c'est de noter que les 10 principales espèces, mais ça veut dire qu'on aura fait attention, déjà qu'il n'y ait pas d'espèces exotiques envahissantes et qu'il n'y ait pas d'espèces protégées, puisqu'on n'a pas du tout le droit vous n'avez pas du tout le droit de récolter d'espèces protégées. D'accord. Et est-ce qu'il y a un risque d'omission lorsqu'on fait le relevé botanique de la présence d'espèces protégées, et donc une sorte de contrôle des inventaires et des lieux de récolte par une instance ad hoc?
Alors pour l'instant, on n'a pas défini un contrôle des listes d'espèces. Après, c'est quelque chose qui pourrait être mis en place, mais dans l'absolu, les conservateurs botaniques n'ont pas fait des relevés sur toute la surface de leur territoire. Donc, on n'a pas forcément un relevé réalisé sur exactement la parcelle qui a été récoltée. Donc ça, c'est pas si évident que ça. Euh, c'est pas évident. Après, ce qu'on peut se dire, c'est que si c'est une espèce protégée, généralement, elle est plutôt rare. Donc, il y a peu de chances qu'on arrive à la déplacer, mais c'est un vrai problème. Ça, c'est clair qu'on doit en tenir compte dans le cadre de la validation de l'attribution de la marque à ces mélanges, à ces récoltes à mélange. D'accord, très bien. Et alors, un autre thème, est-ce qu'il est autorisé donc de prélever sur un terrain public sans autorisation préalable? Je crois que non. Là, je ne suis pas spécialiste du droit, mais je pense il faut une autorisation, quel que soit. Il y a toujours un propriétaire, même s'il est public, même si c'est une commune, un département, un espace naturel sensible, il faut demander l'autorisation au propriétaire. D'accord. Et alors une autre question au sujet Mais du... attends, je reviens quand même sur cette question-là parce que c'est une vraie problématique pour les collecteurs. Mais je pense que pour ceux qui veulent se lancer dans la collecte, il est possible quand même de se rapprocher soit de certaines communes, soit des départements qui possèdent des espaces naturels sensibles et qui peuvent donner l'autorisation d'aller récolter sur ces espaces naturels sensibles. Ça a déjà été le cas là, pour le département de l'Isère, donc c'est des choses complètement possibles. Et aussi, il y a les conservatoires d'espaces naturels qui possèdent pas mal de terrains. Et je pense que ça vaut le coup de se rapprocher aussi d'eux pour faire des récoltes un peu plus sereinement. D'accord, merci beaucoup pour les précisions. Du coup, entre-temps, il y a une autre question par rapport aux espèces protégées. Est-il envisagé d'ouvrir la filière aux espèces protégées pour avoir à disposition des graines qui pourraient être utilisées dans la mise en œuvre de mesures compensatoires? Non, pas du tout. La filière, elle ne sera pas ouverte aux espèces protégées ni aux espèces les plus rares d'ailleurs. Lorsqu'on valide des espèces, puisque ce sont les conservatoires botaniques nationaux qui valident les espèces que les bénéficiaires demandent, hein, les listes d'espèces, en fait, elles nous reviennent et c'est nous qui analysons les listes à la lumière de plusieurs critères, dont l'exclusion des espèces protégées et l'exclusion des espèces les plus rares. Et pourquoi? Parce qu'en fait, la loi, elle est quand même très stricte. Les espèces protégées n'ont pas le droit d'être récoltées. Donc, lorsque ça se fait, c'est dans le cadre de mesures très, très précises, avec une autorisation du Conseil national de protection de la nature. Et il n'y a que les structures habilitées à récolter et à multiplier qui ont le droit de le faire, sauf dérogation. D'accord, très bien. Et alors, au sujet des semis cette fois-ci, est-ce qu'il existe un risque lors du semis qu'une des espèces se développe davantage et prenne la place des autres et réalise une concurrence importante? Et si oui, y a-t-il des solutions pour l'éviter? Alors, lors des semis, mais du coup, est-ce que c'est un semis d'espèces pures ou un semis en récolte à mélange? Je ne sais pas trop. En principe, alors je donne sans savoir, hein, je donne les deux réponses. En principe, si on fait de la récolte à mélange et qu'on sème ça, théoriquement, il n'y a pas trop de chances qu'il y ait une espèce qui prenne la place des autres, parce qu'en fait, on déplace finalement un cortège d'espèces qui allait très bien avant, puisque si on était dans une pelouse alpine, enfin, quand on travaille sur du matériel sauvage, d'une pelouse alpine stable, il n'y a pas de concurrence. Par contre, ce qui peut se développer quand on fait du semis en mélange, c'est qu'il y ait une espèce de la banque de graines du sol, qui soit une espèce plutôt rudérale, je pense au rumex ou je pense à ça peut être quoi, des orties ou des choses comme ça, selon le type de sol qu'on a, qui peut quand même se développer un peu plus que celle qu'on a semée. Et donc là, par contre, derrière, il faut vite envisager des opérations de gestion. Donc, par exemple, une fauche précoce pour que cette espèce-là ne fasse pas ses graines, par exemple. Ensuite, sur les espèces pures, pour lesquelles on refait des mélanges et qu'on sème, là, évidemment, en fait, en fonction des espèces que l'on va choisir et du dosage que l'on va mettre, ben, oui, on peut avoir des espèces qui sont extrêmement compétitives par rapport aux autres. D'où l'importance de bien choisir ces espèces. Mais pour ceux qui restent cet après-midi, on en parlera
dans un atelier lié à ces listes d'espèces. Très bien, merci. Alors, au sujet du relevé botanique de la parcelle, qui est en charge de ce relevé et comment ces compétences botaniques sont-elles garanties ou évaluées? Alors, c'est le bénéficiaire qui est censé faire son relevé botanique. Il est censé acquérir un minimum de connaissances pour, réaliser ce relevé. S'il n'en est pas capable, eh ben, il peut se rapprocher, de personnes qui en sont capables. Et au niveau du contrôle, alors théoriquement, là, en fait, je dis théoriquement parce que là, on commence tout juste à avoir des premiers dossiers sur les récoltes à mélange. Donc au niveau du contrôle, normalement, il va y avoir un contrôle sur site. Mais je ne sais pas trop comment les auditeurs du CNIS vont pouvoir vérifier. Après, je pense que ça va passer aussi par les conservatoires botaniques où ils vont nous demander si dans la zone, récoltées, les espèces affichées sont, potentiellement présentes ou pas. Je pense que ça va se faire comme ça. D'accord. Et est-ce qu'il existe, aujourd'hui des listes de sites de collecte qui se mettent en place? Et si oui, comment des propriétaires de sites peuvent se faire connaître auprès de la marque ou des récolteurs potentiels? Alors, là, on est en train de travailler sur, justement une cartographie un petit peu des sites potentiels. Donc là, on fait un exercice, sur la zone autour de Chambéry. Avec le Seine, Savoie, où on essaie justement de cartographier les zones potentielles sur lesquelles on pourrait récolter, notamment des récoltes à mélange, et voir comment croiser tous les critères d'accessibilité, les critères déjà que ce soit des milieux ouverts, pelouse, prairie, à qui appartient la parcelle, avec les propriétaires les plus accessibles, donc c'est plutôt du public, etc. Et l'idée, c'est que si ça fonctionne, si cette cartographie fonctionne, essayer de l'étendre sur des zones beaucoup plus vastes. Et puis avant ça, dans le cadre du programme Algrin, on avait mis en place une cartographie des zones potentielles. En gros, quand on a une zone à récolter dans un territoire, en cliquant sur cette zone-là, on obtient autour toutes les zones, comment dire, écologiquement similaires. Donc, même altitude, même type de versant, même type de végétation en général, parce qu'on ne peut pas avoir la végétation, on n'a pas des cartographies de végétation sur toutes les zones. Mais en tout cas, des végétations similaires où ensuite, ça limite les zones pour que le collecteur puisse aller vérifier si ça correspond. Donc ça, ce travail, il est fait. Donc pour ceux que ça intéresse et qui ont un système d'information géographique, je peux fournir les éléments pour qu'ils puissent travailler dessus. Merci beaucoup pour, toutes les précisions. Alors il y a encore, trois questions qui y sont arrivées. Est-il possible de faire une collecte plus «massive» entre guillemets sur un terrain qui va changer d'occupation dans une optique de sauvegarde? Alors ça, pourquoi pas, mais il faut demander une dérogation. En fait, dans Végétal Local, on a des grandes règles et puis après, quand on a des cas particuliers, il faut simplement demander une dérogation en précisant pourquoi on veut prélever l'ensemble de la ressource. Voilà. Voilà, il ne faut pas hésiter à demander quand il y a des cas particuliers, quoi. Très bien. Et dans le cadre de récolte d'espèces pures, combien d'espèces peuvent être récoltées? Peut-on se spécialiser sur une espèce pour un site? Alors, le nombre d'espèces à récolter, c'est vous qui l'identifiez, hein, c'est vous qui fournissez la liste, à la marque végétale locale. Est-ce qu'on peut se spécialiser sur une espèce pour un site? C'est vous qui voyez. Après, il faut respecter le cahier des charges de récolte, c'est tout. C'est-à-dire pas récolter, pendant 3 années de suite sur le même site. En fait, l'idée, c'est de bien conserver enfin, végétal local, on est là pour préserver la biodiversité. Donc en fait, quand on fait les récoltes, il faut que ce soit des récoltes qui soient dans ce sens-là. Donc ne pas, épuiser la ressource, changer de site chaque année, voilà, pour conserver les espèces là où elles sont aujourd'hui. Et puis de toute façon, l'idée, c'est de travailler en végétal local sur des espèces qui sont le plus communes possible, le plus ubiquiteuses, qu'on va trouver un petit peu partout dans notre zone d'origine, et moins sur les espèces les plus rares. Très bien, merci beaucoup. Alors il y a une autre question, qui détermine les graines récoltées dans les mélanges?
Alors ça, c'est vous, c'est le producteur, le semencier, celui qui va vendre les graines pour la revégétalisation. Après, nous, ce qu'on fait, et on en parlera cet après-midi, c'est qu'on peut aider à définir des mélanges en fonction d'objectifs précis. On en parlera cet après-midi. Par exemple, on a travaillé sur des mélanges pour revégétaliser les espaces ouverts de moyenne montagne et d'altitude, parce que nous, on avait une grosse problématique liée aux stations de ski. Donc, on a travaillé sur ces deux types de mélanges. Et là, récemment, on avait une problématique liée au fleurissement des espaces urbains et périurbains, avec une forte demande des collectivités. Et donc, cette année, on a travaillé aussi sur ces listes. Mais ce n'est pas nous qui validons les listes pour revégétaliser. Nous, le CBN, on va valider les listes que vous proposez dans le cadre de Végétal Local pour accéder à la marque. Très bien, merci beaucoup. Alors, une dernière question. En imaginant que le travail d'identification et de cartographie de zones sources sur le secteur de Chambéry soit concluant, à quel horizon temporel serait-il possible de disposer d'une telle cartographie sur la région d'origine, Rhône-Saône-Jura et Haut-Rhin? Alors, c'est très difficile pour moi de répondre à cette question parce qu'on n'a pas encore les résultats de notre premier test sur le secteur de Chambéry, donc je ne sais pas. Je ne peux pas dire. Donc, d'abord, il faut que ça fonctionne. J'imagine qu'il va falloir améliorer cette cartographie en fonction de l'utilisation qui va être faite peut-être par vous. Et puis après, il va falloir trouver les financements pour monter un projet qui va pouvoir être fait à l'échelle de la région. Donc, peut-être quelques années quand même encore. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations complémentaires. Alors, il y aura effectivement un atelier cet après-midi pour ceux qui sont intéressés pour aller plus loin. En attendant, je vous propose de continuer avec Céline Lecoeur et Julien Planche qui vont nous parler de la production d'herbacées en espèces pures.